La première, c'est que contrairement à ce qu'a dit Jean-Charles et Julien, je ne vais pas parler de recrutement. Pour une fois, on m'a invité à parler d'autre chose, alors je vais en profiter, je vais parler d'autre chose. Et la deuxième chose pour laquelle je vais m'excuser, c'est que je vais dire au moins autant de mots en anglais que Jean-Charles. Ça, c'est un vrai problème, hein, j'en suis conscient, c'est limite caricatural, mais je ne sais pas trop comment faire autrement parce que, au même titre que toi, nous, notre organisation, elle est 100% en anglais. Un de mes cofondateurs ne parle même pas français. On a maintenant 40% de la boîte qui est pas en France. Donc on a rien en français dans l'entreprise. Et dès qu'on parle d'organisation interne, c'est vrai que on s'inspire pas beaucoup on s'inspire beaucoup de ce qui se passe à l'international. Donc voilà, je m'appelle Jonathan Azoulay. Wow. Je m'a- je m'appelle Jonathan Azoulay. Je suis l'un des fondateurs de Talent.io. Et j'ai une première question à vous poser. Est-ce que vous savez aujourd'hui combien de temps un cadre, donc un col blanc, hein, un profil spécialisé, passe combien de temps il passe en moyenne dans la même entreprise? Est-ce que vous savez ça? C'est effectivement 3 3 ans et demi, bravo Manon. C'est effectivement 3 ans et demi. Et ce qui est marrant, c'est de savoir qu'il y a une cinquantaine d'années, nos grands-parents restaient en moyenne 21 ans dans la même entreprise. Donc ça me paraît absolument dingue. Et ça m'a fait me rendre compte à quel point on a changé, enfin le lien entre l'entreprise et les personnes a changé. On a créé un lien qui est complètement différent, qui est limite un lien de consommation dans la manière dont on choisit l'entreprise dans laquelle on va travailler et dans la manière dans laquelle on reste dans l'entreprise. Quand on restait 21 ans dans la même entreprise, franchement, pour les dirigeants, quand on allait les voir, quand on leur demandait de parler de fidélisation d'équipe, je pense pas qu'ils avaient une vraie stratégie. Je pense même qu'ils y pensaient pas du tout. Le turnover, c'était pas leur sujet. Aujourd'hui, quand on a une moyenne de 3 ans et demi pour les cadres, et les moyennes à la Silicon Valley sont parfois même, selon les études, parfois même inférieures à 2 ans dans la même entreprise, on se retrouve dans une situation où la fidélisation d'équipe, c'est la stratégie principale des dirigeants. Et un sujet que nous, on a beaucoup traité chez Talent, et avant ça, j'ai fait pas mal de bêtises sur ce sujet-là, et je vais pouvoir en parler. Alors juste rapidement, Talent.io, pour vous faire un brief pour ceux qui ne connaissent pas, donc c'est une plateforme de recrutement sélectif. Ça permet aux entreprises de recruter facilement des profils ingénieurs, donc de construire une équipe d'ingénieurs. Il y a une petite spécificité dans ce concept, c'est que on intègre sur la plateforme uniquement des candidats qui ont été sélectionnés sur deux critères, le fait qu'ils soient bons techniquement et le fait qu'ils soient réellement en recherche active d'un nouveau poste. Ensuite, on les rend visibles pendant un mois sur la plateforme. Ils reçoivent des sollicitations des entreprises et ils décident, suivis par nos talent advocates, qui les coachent un peu, ils décident avec eux quelle entreprise est la mieux à aller rencontrer, etc. Et jusqu'à aboutir à un processus de recrutement. L'idée peut paraître un peu simple, mais elle a l'avantage d'être extrêmement efficace. Aujourd'hui, un profil sur quatre, si vous utilisez Talent.io en tant que client, un profil sur quatre que vous allez voir sur la plateforme trouve un job grâce à nous. Et c'est notre grande fierté puisque c'est un ratio qui n'a jamais été atteint, en tout cas à ma connaissance, dans le domaine du recrutement. Donc du coup, on a créé ça en mars 2015 avec deux associés de la Silicon Valley. Et on a réussi à grossir très vite. On a pu lever 10 millions d'euros et en 2 ans et demi, presque 3 ans, on est monté à 70 personnes. On s'est développé aussi à l'international et on est maintenant présent donc à Paris et où il y a notre siège social. On a ouvert Lyon et Lille et on a aussi des bureaux à Berlin puisqu'on a racheté notre concurrent local là-bas et on a lancé il y a maintenant un an Londres. Donc voilà un petit peu pour Talent. On a eu vraiment ce sujet très naturel de se dire comment on va créer une entreprise qui soit scalable, comment on va pouvoir faire grossir très vite des équipes parce que notre modèle fonctionne, sans qu'on ait de problèmes vraiment structurels liés à la fidélisation de l'équipe. Et sans se dire qu'au bout de 2 ans, ben, il va falloir tout repartir à zéro parce que les trois quarts de l'équipe est partie et qu'elle était plus intéressée et qu'il n'y avait plus de sens pour eux. Et donc il faut recruter, recruter, recruter pour à peine commencer à évoluer en termes de taille.
Et donc du coup, on a traité différents aspects de la fidélisation. Alors c'est vrai que la fidélisation, c'est un gros sujet. Ça part du onboarding, de l'intégration de l'équipe, jusqu'à la fidélisation très long terme des salariés. Et donc il y a plein de challenges là-dedans. Le premier challenge, celui du onboarding et celui de l'intégration, il est assez... Enfin, en vrai, tout le monde a déjà eu dans son entreprise ou dans une entreprise dans laquelle il a travaillé des personnes qui sont parties dans les 2-3 premiers mois sans vraiment donner de raison très claire de leur départ. Ça arrive à peu près tout le monde. Et ben, quand c'est un cas comme ça, c'est qu'il y a eu un problème de onboarding. Faut pas aller chercher plus loin. Et c'est vrai, ce qui est fou, c'est fou parce que le onboarding, c'est pas un sujet qui est compliqué en soi. Il suffit de mettre en place un process relativement simple et clair en donnant accès à la culture tout de suite via des outils très clairs, en s'assurant que l'équipe participe au onboarding et que tout le monde se responsabilise vis-à-vis du onboarding de chaque personne. Et effectivement, vous pouvez aussi, à partir de là, utiliser différents outils qui vous permettent d'optimiser votre onboarding. Il y a plusieurs outils que j'ai laissés dans notre Trello qui vous permettent d'optimiser votre onboarding et surtout de faire en sorte que la personne se sente à l'aise. Nous, chez Talent, on a mis en place une petite initiative autour de ça. On nomme un référent. C'est pas le manager. Ça peut être une personne junior dans l'équipe comme une personne senior. Et elle va avoir le rôle d'être référent de la nouvelle personne qui arrive pendant les 2 premiers mois. Être référent, ça veut dire juste s'assurer qu'ils se sentent bien. Et s'assurer qu'ils se sentent bien, il y a plein de moyens qu'on a détaillés et qui permettent d'être sûr que la personne qui arrive se sentira à l'aise. Donc voilà, ça c'est sur la partie onboarding. Après, effectivement, les enjeux qui sont les plus complexes, c'est la fidélisation dans le terme. C'est ce qu'on a dit juste avant sur le fait de pouvoir s'assurer que les personnes ne vont pas juste rester 18 mois, 24 mois et vont trouver vraiment une vraie opportunité dans l'entreprise. Et ça, moi j'ai fait pas mal de bêtises avant sur ce sujet-là. Parce que naturellement, je pense, quand on dirige une entreprise, on a une difficulté à créer une confiance, un lien de confiance et de créer une émergence de leader avec les différentes personnes. Et ça, on l'a travaillé et on est arrivé à un concept qui a personnellement changé complètement ma vision de l'entreprise. C'est le concept de l'intelligence collective. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler d'intelligence collective. Ça vous parle un petit peu? En fait, si vous voulez, la définition de l'intelligence collective, c'est de dire que on crée de la valeur par l'émulation d'un groupe, par le travail d'un groupe. On définit que la valeur peut être créée comme ça. Contrairement à l'intelligence de la direction, qui est de dire que la valeur, on la crée, le projet, on va le créer par l'intelligence des dirigeants. Ce qui est encore probablement 95% des PME aujourd'hui. Et l'intelligence collective permet de donner l'accès à ces initiatives à n'importe quelle personne dans l'entreprise. Donc dans l'idée, c'est hyper intéressant. Et pour nous, on s'est dit, OK, si on arrive à faire ça, on kill complètement le problème de fidélisation. Parce que quand on donne accès à des initiatives aux gens, on leur crée des opportunités, on les sensibilise, on leur permet de créer un lien beaucoup plus fort avec l'entreprise. Et donc, on leur permet d'évoluer, de se sentir bien et de s'épanouir dans les différents projets de l'entreprise. Donc ça, dans l'idée, c'était une bonne chose. La question, ça a été comment on le met en place. Et effectivement, on a créé assez tôt, nous aussi, nos valeurs et on a tout tourné autour d'une valeur centrale qu'on appelle ownership. Alors voilà, je suis désolé, en français, ça doit donner possession ou responsabilisation. Mais si vous voulez, donc on a tout tourné autour de cette valeur-là. On a défini que le ownership, la responsabilisation, la possession, c'était un vrai sujet central qui permettrait à l'entreprise de se développer. Et on s'est dit, on va pousser les gens à prendre du ownership dans la boîte. Alors comment on l'a fait? On a fait tout un process plutôt clair là-dessus. On a décidé, au lieu de mettre plein de managers qui allaient prendre toutes les tâches structurelles, on a décidé d'avoir une organisation plutôt flat et de donner plein de tâches organisationnelles à l'équipe.
Et donc, on a défini des rôles, c'est des mini-projets qu'on a donnés aux gens de l'équipe. Et dans ces mini-projets, on leur donnait un process pour réaliser ce projet. Et ces mini-projets-là ont un impact direct sur le développement de la boîte et il est fait en plus de leur métier. Donc ils ont leur métier, ils continuent à avoir les mêmes objectifs et ils ont la possibilité de pouvoir se concentrer en plus sur des mini-projets. Ces mini-projets-là ne sont pas rémunérés et ne sont pas obligatoires et on les transmet uniquement aux personnes qui ont déjà un peu de temps libre ou qui ont déjà plus de facilité dans leur poste. Donc on a appelé ça les rôles et on l'a défini en plusieurs étapes. L'étape 1, c'est de définir les rôles. Donc à partir du moment où nous, en tant que fondateurs, on a défini un certain nombre de rôles disponibles dans l'entreprise, on va les transmettre à une personne qui va être responsable de ce rôle-là. Alors je donne des exemples de rôles. Effectivement, la première colonne que vous voyez, c'est le rôle de référent des nouveaux employés, ce dont je vous ai expliqué juste avant. Donc c'est un rôle. Une personne de l'équipe peut avoir le rôle d'être référent d'une nouvelle personne qui arrive. On a mis aussi en place des rôles plus petits ou grands sur la partie training et la partie process, parce qu'effectivement, quand on monte en 3 ans 70 personnes, on a plein de process qui se créent. On a plein de choses qui évoluent au niveau produit et il faut le réfléchir. Et on s'est dit que les meilleures personnes pour le réfléchir, c'était les personnes de l'équipe et qu'il n'y avait pas besoin des managers spécifiquement focus là-dessus. Donc du coup, on a donné des rôles aussi autour de ça. On a beaucoup de communautés, on a un gros travail de communauté chez Talent, vous vous en doutez, sur la partie candidat comme sur la partie client. Et donc du coup, on a donné aussi des rôles sur les événements, sur les partenariats avec les écoles d'ingénieurs par exemple, etc., etc., pour pouvoir être sûr qu'on crée un lien fort avec toute cette communauté-là. Et pareil, c'est donné à des volontaires qui traitent ce rôle-là. Et on a des rôles dans plein d'autres projets, plein d'autres domaines. Par exemple, un dernier exemple là-dessus, un rôle qui a été intéressant qu'on a fait pour info, on a donné 80 rôles comme ça en 2017 à l'entreprise, donc ça fait beaucoup de rôles. Et un sujet clé un des rôles qui me vient à l'esprit, c'est le rôle du parrainage. On s'est rendu compte l'année dernière qu'on avait que, je sais plus, 3% des personnes des candidats qui utilisaient notre service de parrainage et qui parrainaient d'autres candidats à venir sur Talent. Alors que c'est la clé de beaucoup de boîtes dans leur acquisition de profils. Nous, ça ne l'était pas. Donc une personne qui était plutôt senior, qui était intéressée par ce sujet, a décidé de prendre en charge ce rôle. Donc on a défini le rôle avec elle. C'était le step 1. Le step 2, ça a été de faire un advice process, c'est-à-dire d'aller rencontrer chaque personne de l'entreprise, pas toutes, mais 4-5 personnes qui ont des rôles clés dans l'entreprise pour définir des initiatives, pour savoir comment faire en sorte que le référol, le parrainage fonctionne mieux dans l'entreprise. Donc ça a été plein d'initiatives qui sont sorties de là, une vingtaine, trentaine d'initiatives, parfois des initiatives techniques, des initiatives marketing, des initiatives liées à des process ou au training. Il y a plein de types d'initiatives qui sont sorties. De ces 20-30 initiatives, on a gardé les 4-5 meilleures qui faisaient l'unanimité et qui nous faisaient dire ok, si on met ça en place, notre referral, il va exploser. Et donc on a travaillé, donc la personne qui avait le rôle a travaillé ça. Et ensuite, en dernières étapes, elle a annoncé face à toute la boîte les 4-5 initiatives qui allaient être mises en place et tout l'étendue du travail qu'elle avait fait. Donc elle est vachement reconnue par rapport à ça. Et ensuite, elle s'est engagée à avoir un follow-up, c'est-à-dire à suivre quelle allait être dans les mois qui arrivent grâce à ces initiatives différentes, quelles vont être les différentes données qui vont permettre de faire évoluer le référol, le parrainage. Donc voilà, c'est pour vous donner un exemple plutôt concret de comment fonctionnent les rôles et le ownership chez nous. Et ça, on l'a créé donc il y a 1 an et demi, c'était en 2016. On était déjà une quinzaine ou une vingtaine quand on a créé ça. Et maintenant, je peux vous dire que c'est probablement la meilleure chose qu'on ait faite dans l'entreprise parce qu'on n'a jamais eu personne qui a refusé de prendre le moindre rôle. On sait que ça a un atout majeur, nous, dans le lien qu'on crée avec cette personne et dans notre capacité à lui donner des évolutions. Les gens qui prennent des rôles sont des gens qui sont impliqués dans l'entreprise. C'est comme ça. Les gens qui cherchent justement à faire évoluer le projet, c'est les gens qui ont le lien le plus fort avec la boîte. Et donc ça a été énorme. Et le truc qui a été le plus énorme, c'est que ça nous a permis d'avoir l'émergence des leaders.
Donc à l'époque, quand on a créé ça, on était 20, aujourd'hui on est 70. Il y a obligatoirement un layer de management qui se crée. Et ce layer de management, on a pu le mettre en place et choisir ces managers grâce au travail qu'ils avaient fait sur les rôles. Et c'est assez bien. Et justement, j'en arrive à cette histoire de leader. Je pense comme Jean-Charles qu'on ne peut pas avoir un projet avec une telle ambition si on n'a pas une équipe d'excellence. Mais beaucoup de projets font l'erreur de ne pas réussir à mettre en place une organisation qui permet de faire émerger des leaders. Ça, c'était un vrai sujet. Et la notion de rôle a répondu en partie à ce problème-là. Et donc du coup, on a fait en sorte d'émerger des leaders dans tous les sens. On n'a pas fait une boîte normale où il y avait juste des managers par équipe. On a fait trois types d'émergence, je dirais, de leaders, trois types de leaders. Le premier type de leader, c'est les rôles. Donc quand on a une personne qui a pris un rôle, elle est mise en avant dans la boîte et elle a un travail qui est structurel, donc elle crée de la valeur d'une autre manière que par son job. Et c'est une sorte de leadership. Le deuxième moyen d'émergence de leader, c'est le team lead. Donc ça, c'est assez classique, hein, comme dans toute entreprise, il faut des managers qui permettent de pouvoir suivre la carrière de chaque salarié, de pouvoir les aider, de pouvoir leur apporter du training s'ils ont besoin de training, de pouvoir les écouter, de pouvoir les aider à évoluer. Et ça, c'est le rôle des team leads. Et le troisième axe, c'est le rôle des squads. Donc on a créé des squads simplement pour s'orienter sur de l'expertise par projet. Vous savez, il y a des rôles qu'on a démarrés juste en petits rôles, en tiens, et si on regardait ce qu'on pouvait faire là-dedans, et qui sont devenus des sujets tellement importants pour la boîte et des projets qu'on a lancés, qu'on en a carrément fait des squads. On s'est dit, on ne peut pas garder ça un rôle parce que maintenant ça implique trop de personnes. Et donc là, il faut en faire un vrai truc. Par exemple, je ne sais pas si vous le savez, mais il y a un peu moins d'un an, on a lancé l'offre pour recruter des freelances sur Talent. C'est un vrai sujet qui a été énorme au niveau produit et au niveau stratégique pour nous. Et au début, c'était un rôle d'analyser si on pouvait lancer cette offre-là sur la plateforme. Et puis en fait, finalement, ça dit oui. Et après, il y a eu toute une équipe qui a suivi. Et maintenant, on recrute même des gens pour bosser sur cette équipe-là. C'est une équipe de 5-6 personnes. Donc, c'est devenu une squad. Et il y a un leader. Et ce leader-là, il a un rôle, il a un impact de leader sur les autres au niveau expertise, mais il n'a pas un impact managérial. Il a un impact vraiment d'expert. Donc du coup, ça, ils ne se marchent pas sur les pieds. Le squad leader et le team leader, ils apportent deux choses différentes. Une personne qui est dans une squad va pouvoir reporter au team leader et au squad leader sur la partie projet. Donc voilà, c'est vraiment le truc que je voulais expliquer. Et c'est bon, je suis bien dans le temps? Ouais, c'est prêt, j'ai fini. De toute façon, il me reste un slide. Voilà, effectivement, donc nous, enfin, jusqu'à aujourd'hui, c'était ça les principaux challenges, et on l'a traité autour de ça. Évidemment, il y en a plein d'autres, mais j'ai décidé de traiter celui-là aujourd'hui. Et on en a plein qui arrivent dans le cadre de fidélisation qu'on n'avait pas avant, de nouveaux challenges qu'on est en train de traiter, notamment le challenge de la fidélisation à l'international. Comment on fait pour faire en sorte que le petit dernier qui est arrivé à Berlin, il se sente aussi bien, ils reçoivent la même culture, ils reçoivent le même onboarding, et qu'ils soient adaptés aussi à ses attentes, etc., etc. Donc ça, c'est un vrai sujet qu'on est en train de traiter. Le deuxième sujet, c'est la notion d'environnement friendly compétitif. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça, mais en fait, quand on est dans un environnement de responsabilisation et d'autonomie, il n'y a pas de micromanagement. Les gens sont censés se responsabiliser. Effectivement, parfois, on atteint des seuils où l'environnement devient un peu trop souple et il faut aider les gens à se fixer des objectifs et à réussir à le garder compétitif. Et donc ça, c'est un sujet qu'on traite actuellement. Et c'est une de nos trois valeurs. On a une valeur qui s'appelle Make Impact, où justement on leur donne le maximum de data pour qu'eux puissent se développer et se créer leurs propres objectifs et être ambitieux. Et le troisième sujet, évidemment, c'est un sujet hyper important, c'est l'actionnariat salarié, le plan BSPCE. C'est un sujet que nous, on a mis en place récemment, puisqu'on l'a annoncé il y a 3 mois, il y a 3-4 mois. Et donc, du coup, il y a un vrai challenge autour de ça parce que j'ai eu plein de feedback d'entrepreneurs qui n'avaient pas réussi à le mettre en place de la bonne manière ou qui n'avaient pas eu l'impact nécessaire sur la fidélisation. Et donc, il y a tout un sujet pédagogique à traiter sur du long terme
pour faire en sorte que le sujet de l'actionnariat salarié soit un vrai sujet important. Voilà, c'est tout. Est-ce qu'il y a des questions? En fait, on le fait avec un modèle de BSA pour l'international. Bon, c'est juste un montage juridique différent, mais ça revient à peu près au même. Oui. En fait, la moyenne d'âge, elle doit être très probablement dans les 27-28 ans, même si j'ai pas de certitude. Mais bon, là, on est du 23 à 35 ans. Et oui, c'est effectivement un problème de jeunisme qui reflète pas mal la société des startups. Et c'est quoi la deuxième question, pardon? Ah oui, et le turnover, ben, on en est très content, puisque avec la mise en place de ces choses-là, on en a eu très peu. Sur 70 personnes en 3 ans, on a eu 6 personnes qui sont parties de la boîte seulement. Donc, c'est très faible. Ça inclut, pardon? On a. Ouais, ouais, effectivement, c'est pas encore notre cas aujourd'hui. On n'a pas encore eu ce truc-là. Maintenant, effectivement, quand on a une définition, on utilise un système de définition claire d'objectifs et de l'entreprise, donc de l'échelle des investisseurs enfin, jusqu'à toute l'équipe. Et donc, du coup, on arrive à faire en sorte que les personnes qui sont face à leurs objectifs, qui ne les atteignent pas, soient conscients clairement de leurs problèmes et donc soient face à la réalité. Maintenant, c'est vrai que en 3 ans, par exemple, ce qu'on pensait, quand on a monté Talent, ce qu'on pensait qu'on allait atteindre par commercial, par sales, c'était finalement 30% de ce qu'on atteint par sales aujourd'hui. Donc en fait, il y a eu une croissance naturelle liée au projet qui fait qu'on n'a pas encore la stabilité de savoir comment on va traiter. On n'a pas eu à traiter encore réellement ce point-là, si je peux être honnête. Ouais. On fait en sorte. Ouais, alors effectivement, c'est une très bonne question. Les rôles, ça peut venir soit de nous fondateurs, de notre analyse des besoins qu'on peut avoir dans l'évolution de la boîte, et maintenant même parfois des besoins des managers, soit effectivement d'initiative des gens. J'ai pas le pourcentage, mais c'est peut-être un 50-50. Et ça arrive régulièrement que des initiatives soient extrêmement pertinentes et nous permettent de pouvoir développer un vrai rôle sur le sujet. Par exemple, il y a peu de temps, j'ai discuté avec Sandra qui est ici des CTO sur la plateforme, un sujet très spécifique, comment on allait faire en sorte de pouvoir donner un service aussi bon aux CTO qu'on le donne déjà aux développeurs, alors que les CTO, il y en a moins, le modèle est plus personnalisé, est-ce qu'il faut leur donner un service spécifique ou pas? C'est des questions qu'on s'était jamais posées. Et du coup, ben, suite à cet échange, on a décidé de créer un rôle là-dessus et de le travailler. Ensuite, effectivement, on fait bien comprendre à tout le monde qu'on se donne des deadlines parce qu'il faut se les donner, mais on fait bien comprendre à tout le monde que la notion prioritaire, ça reste le business. Et ça reste leur métier. S'ils se retrouvent dans une situation où ben, finalement le rôle n'est pas bouclé en temps et en heure, ça ne nous pose pas de problème, on refixe une date et on comprend les raisons. Oui. Chez nous, alors, donc moi, ça fait 10 ans que que je suis dans le recrutement, parce qu'avant Talent, j'ai monté un cabinet qui s'appelle Urban Linker, que vous connaissez peut-être. Et, euh, et en fait, malgré ça,
Euh, Cette année, on a démarré l'année, on était 30 personnes, on devait passer à 70. Et au bout de 6 mois, on avait recruté 4 personnes. On s'est dit, OK, il y a un problème. Et en fait, en creusant le sujet, on a fait venir nos country managers à Paris, on a retourné le sujet dans tous les sens. Et on s'est rendu compte qu'ils faisaient plein de trucs en même temps et qu'en faisant plein de trucs en même temps, ça marchait pas. Et donc du coup, la discussion elle est assez simple. La discussion elle est assez simple. C'était bon ben abandonne tout et concentre-toi sur le recrutement. Et ils m'ont dit ok, c'est quel canot qu'on doit utiliser? Je dis tous. Et c'est quel budget qu'on a? Ben tout, c'est illimité. Et en fait, je me suis rendu compte que quand on a une croissance très rapide, quand on a une objectif d'avoir une croissance très rapide sur la partie recrutement, pour que ça déroule, il faut que ça soit l'unique priorité. Sinon, ben en fait, nous en tout cas, en tâche secondaire, ça fonctionnait pas. Et donc du coup, les 6 premiers mois, on a recruté 4 personnes, et les 6 mois d'après, on a recruté 30 personnes. Donc, euh, donc voilà. Oui, bien sûr. En fait, on vient d'en recruter une. Elle a démarré en janvier. Parce qu'effectivement, je pense qu'il y a un vrai sujet RH extrêmement important et à partir d'une certaine taille, il faut avoir une personne qui gère ces projets-là. C'est des projets qu'on ne peut pas donner à l'équipe, mais ses premiers projets à elle, c'est justement processer parfaitement le onboarding à l'international, euh, donner plus de clarté sur la partie carrière aux salariés parce qu'on n'a pas encore on n'avait pas encore une visibilité, on n'a jamais travaillé une visibilité jusqu'à présent. Et c'est créer carrément une université, c'est-à-dire, enfin, ce qu'on nous appelle une université, c'est, euh, étant donné qu'on recrute beaucoup de monde dans les 3 pays, peut-être rassembler tout le monde pour faire des formations groupées plutôt que de faire les formations par pays. Donc, avoir un vrai rôle sur la partie training. Voilà, c'est le premier sujet de cette RH. Ouais. On a Slack en interne qu'on utilise énormément et je pense qu'on a encore vachement de progrès à faire. J'en parlerai avec Jean-Charles parce que nous, c'est vrai que sur la partie écrit, on n'est pas assez, enfin, on n'a pas vraiment de process là-dessus. On a déjà interdit les meetings à plusieurs, enfin à plus de 2 3 personnes et qui durent plus de 20 minutes. C'est déjà franchement un très gros effort. Mais effectivement, je pense que l'écrit, ça a un vrai sujet. On utilise donc Slack, on utilise Trello pour la gestion des tâches, gestion des projets et pour euh, la partie rôle. Qu'est-ce qu'on utilise d'autre? Ben, tous les outils classiques. Ouais. Et juste une dernière question qui s'adresse aussi à Jean-Charles. Est-ce que vous générez de la donnée, est-ce que vous avez de la data qui vous permettent de vous améliorer dans vos organisations? Et si oui, lesquelles? Ouais, nous, on a de la data à peu près sur tout. Non, mais on essaye. Non, mais en fait, même dans Trello, on a avec Zapier et donc on peut faire plein d'automatisation qui mesurent le temps qu'on passe pour passer des tâches d'une colonne à l'autre, le nombre de tâches qu'on a dans chacune des colonnes, etc. Donc la combinaison en fait Trello plus Butler plus Zapier est en fait un outil ultra puissant. Nous, ça nous a remplacé les outils de CRM. Notre outil de tout notre process de recrutement est dans Trello et ça marche plutôt hyper bien. Et on essaye de mesurer ça avec plus ou moins de succès. Il y a des trucs qu'on mesure super mal, mais déjà se poser la question de comment on mesure aide à réfléchir. Il y a des trucs, la weekly update par exemple, le truc dont je vous parlais, qu'on fait tous les mercredis. On mesure le temps que ça coûte à l'équipe, donc chacun mesure son temps à faire la weekly update pour être sûr que ça rapporte toujours plus de valeur que ça nous en coûte ou des choses comme ça.